comment est-ce qu'on consulte la blockchain ? Oui. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un registre qui est public, oui. et que on continue avec Nexus Assurance, et on continue avec le fait que les actionnaires ont voté pour le fait que à la fin de l'année, les bénéfices, 20% seraient reversés à la recherche contre le cancer des enfants. Comment concrètement, moi, Alexis, qui suis pas dans cette boîte, je vais aller... J'entends ça dans les journaux en disant c'est super, ils ont fait plein d'argent et en plus ils sont généreux. Vérifier que c'est vrai, que les votes ont bien eu lieu, qu'il y a bien eu les bons nombres de votes et que l'action a bien été effectuée. Oui. Comment ? Concrètement. Tu ouvres un navigateur internet. Ça, je sais faire. Tu vas sur un site qu'on appelle explorateur de blockchain. Donc, chaque type de blockchain a son propre explorateur. Ce que ça va faire, c'est que ça va aller lire dans la blockchain et que ça va t'afficher les informations de la blockchain. Donc, qu'est-ce que tu vas y trouver ? Tu vas pouvoir voir qu'il y a une adresse d'un portefeuille qui a envoyé à telle autre adresse tel montant et que tout le détail, tu vas le retrouver dans une transaction. Donc, quand tu cliques sur la transaction, tu peux voir l'adresse, la date, l'heure, le montant et les différents détails. Cet explorateur-là te permet de voir le détail d'une transaction, te permet d'aller voir un contrat, donc un smart contract qui est en ligne, et là, tu peux aller voir quelles sont les différentes fonctionnalités qui ont été publiées et qui donc sont disponibles. Et c'est là-dedans que je vais retrouver mes votes ? Ça, tu retrouves les transactions qui sont liées à la blockchain. Et tu vas pouvoir retrouver certains votes sur des votes qui sont gérés par exemple par Snapshot dont je te parlais tout à l'heure. Lui-même au sein du site permet d'avoir une interface qui est un peu plus sympa que des lignes et qui va te permettre de retrouver le nombre de votes, qui a voté pour, qui a voté contre. Ok, donc la blockchain, elle va me permettre, ton navigateur qui permet d'explorer la blockchain, je vais avoir les transactions dessus. En revanche, le vote, il sera pas stocké là, ou il sera pas lisible à ce niveau-là. C'est que il y a beaucoup de DAO qui sont toujours sur Ethereum. Ce qui s'est passé à un moment, c'est que les transactions coûtaient super cher. Donc c'est compliqué de demander à des gens de participer à la communauté et de voter régulièrement si à chaque fois qu'ils doivent voter pour quelque chose, ils doivent dépenser 50 € de frais de transaction. Alors ça, je peux peut-être expliquer juste, oui. C'est pour rémunérer les mineurs qui valident ces transactions et pour les rétribuer de l'énergie, parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est quand même très lié à l'énergie dépensée par les ordinateurs. À chaque fois qu'une opération est faite sur la blockchain, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et là, je sens que j'ai fait 75% du boulot seulement. Là, t'es vraiment pas mal. Alors, quand on parle de mineurs, on peut parler plus globalement de validateurs. Okay, c'est-à-dire que c'est plus large. Pour s'assurer que les transactions sont fiables sur le réseau, que le réseau fonctionne bien, que la blockchain fonctionne bien, il y a des acteurs qu'on appelle validateurs qui vont être en charge de cette vérification-là et de s'assurer qu'effectivement il n'y a pas eu de défaut. Et donc ensuite on compare le résultat des différents validateurs et ça permet de dire qu'une transaction est valide ou pas. Pourquoi ces validateurs font ce travail-là ? C'est parce qu'on les récompense pour ce travail, pour s'assurer du bon fonctionnement, et donc on les récompense avec un jeton. Et donc ce jeton-là, d'où il vient ? Il vient des utilisateurs. Donc c'est vraiment, voilà, ils sont récompensés par rapport au travail qu'ils font, et c'est quelque part logique et sain qu'on paye une transaction, qu'on fait des actions par la blockchain, parce que pour le coup, on s'assure par ce biais qu'il y a bien quelqu'un, qui sera payé, qui va bien faire son boulot derrière. Et qui sera rétribué pour l'énergie, son ordinateur. Alors, l'énergie, mais il peut y avoir d'autres formes. L'énergie, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail qui va faire en sorte qu'on va vérifier ces résultats, ces transactions grâce à un travail de l'ordinateur. Pour le faire assez simple. Après, il y a d'autres types qui sont mis en place, notamment avec une évolution d'Ethereum, qui passe par une preuve d'enjeu. Donc, pour schématiser, le validateur va engager un gros montant. Et si on s'aperçoit à un moment qu'il essaye de frauder, on va lui retirer ce qu'il avait mis en jeu. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça la preuve d'enjeu. Il devient un méga investisseur du projet. Non, c'est-à-dire qu'il aurait été identifié comme un mauvais acteur. Ouais, mais au moment où il met plein d'argent sur la table. En fait,
dans la preuve Ils s'engagent, en fait. les différents validateurs, pour pouvoir accéder à ce statut de validateur, doivent mettre en jeu un certain montant de tokens qui peuvent être relativement importants. Et donc, c'est ce qu'il risque de perdre s'il a un mauvais comportement. Ok. Ah oui, ok. Mais c'est aussi ce qu'il risque de perdre si le projet foire et que finalement c'est le token voit sa valeur. Tout à fait. Mais après, okay, en fait, c'est fonction de la valeur de la blockchain. D'accord. Si tu es validateur sur une petite blockchain, effectivement, ça va être limité. Après, par exemple, sur Ethereum, là, pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher, mais dans le même temps, il y a aussi des gains qui sont plus intéressants, et tu sais que ça va pas s'effondrer du jour au lendemain. Donc en fait, voilà. Et alors, juste un dernier mot avant de passer sur d'autres exemples de DAO. Tu m'as dit que sur la blockchain, via mon navigateur, je pouvais aller consulter les transactions. Je reviens sur Nexus Mutual. Il y a un moteur de recherche qui me permet de trouver ce qui se passe sur le wallet de... Je sais pas sur Nexus. Non, mais en fait, d'une manière une des générale, problématiques aujourd'hui, et c'est là où côté Web3, il y a un effort à faire, c'est en termes d'expérience utilisateur. Aujourd'hui, même si toi demain tu vas aller voir l'explorateur, c'est assez difficile, puisque il faut que tu puisses savoir que le numéro de référence du contrat, c'est bien celui qui est utilisé par tel acteur. Donc, ce sont des choses qui se font. Il y a plein d'enquêteurs sur Telegram qui suivent et qui décryptent tout ça et qui font un boulot fantastique. Là, je refais peut-être une petite pause et j'essaye de compléter ton propos. Chaque wallet a une clé publique, donc une suite de caractères relativement longue qui ne veut rien dire. C'est des suites de chiffres et de lettres qui sont disposées de manière aléatoire et qui sont adossées à un wallet. Et au moment où le wallet de Nexus Mutual, qui s'appelle en fait pas Nexus Mutual, mais qui s'appelle XYZ12345, fait le virement à mon association qui s'appelle YB324, ça va être inscrit dans la blockchain. Et donc, ce que ton navigateur va me montrer, c'est la première clé incompréhensible et la deuxième. En revanche, et donc là, tu parlais des enquêteurs, comme c'est des clés publiques, mais qu'elles sont pas nominatives, il faut ensuite déduire qui a envoyé de l'argent à qui. C'est ça. Okay. Et typiquement, ce qu'on fait régulièrement quand on va interagir avec, on va dire, des protocoles qui sont relativement peu connus, on s'assure d'avoir la bonne adresse de contrat et donc d'aller sur, par exemple, le site ou la documentation et de bien vérifier et de bien prendre en compte ce numéro de contrat, parce que sinon après ça peut donner lieu à des arnaques, des choses de ce genre. Donc ce côté identification et de pouvoir lire facilement les données, aujourd'hui c'est pas ça. Il y a des gens qui fabriquent des outils pour faciliter cette lecture et pour pouvoir faire remonter tout ça beaucoup plus facilement. Aujourd'hui c'est un peu fastidieux. Et on va voir apparaître des annuaires publics qui disent telle clé publique, en fait continuons avec, et encore une fois, c'est hypothétique, Nexus Mutual accepte qu'on connaisse sa clé publique, donc la suite de caractères 1, et donc en fait, ensuite, je pourrais réconcilier les deux, et il y a d'autres acteurs qui diront, tout à fait. Moi je suis une personnalité hyper connue, je veux pas qu'on sache que j'ai des millions d'euros en crypto sur mon wallet, et donc je reste caché derrière ma clé. Tu restes caché. Après, les autorités ont des moyens avec des concordances d'indices de retrouver une identité. Même ça. Je te parlais pas d'un cas de fraude particulièrement, mais c'est juste de la discrétion. Mais à terme, on pourrait voir arriver des sortes d'annuaires. Alors, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle ENS, par exemple, Ethereum Name System. École nationale supérieure. Non, Ethereum Name System, qui permet de faire le lien entre un libellé en langage naturel, typiquement Alexis, et ton adresse. Et donc, quand tu t'inscris, donc que tu crées ton ENS au travers du site, il va te permettre de lier les deux. Et c'est un protocole qui est reconnu par les autres applications, et donc ça te permet, au lieu de rentrer cette suite de lettres, d'avoir simplement alexis.eth. Et donc de pouvoir payer ou de pouvoir être identifié. Donc souvent, si vous allez sur Twitter, vous allez voir, il y a des gens qui ont leur alexis.eth. Okay. Voilà.